Et voilà. Ça va, tout le monde va bien? Petite réponse? En fait, vous connectez, et puis vous n'êtes même pas devant vos ordi. Ah, Mali, si, ça va. Il durera le confinement. Je vous avoue, je commence à saturer. Et pendant les vacances, ça va être pire. Donc il n'y a pas cours pendant les vacances, parce que ça vous est au courant. Ça me permet de me reposer un petit peu, parce que c'est épuisant. Allez, donc on commence sur l'image numérique. Alors, qu'est-ce que vous devez connaître sur l'image numérique? Déjà, une image numérique est constituée par des pixels, et par définition, on peut vous demander qu'est-ce que c'est qu'un pixel? C'est le plus petit élément constitutif d'une image numérique. Donc c'est pour ça qu'on va caractériser ça par des pixels. Comment je fais pour... Ok, il faut que j'appuie là-dessus. Donc, ça provient de l'expression anglaise picture element, qui signifie élément d'image ou point élémentaire. Donc, un pixel, qu'est-ce que c'est? C'est le plus petit élément de surface d'affichage sur un écran, un téléviseur, sur l'écran de votre smartphone, etc., etc. Et on va associer à ce pixel un niveau d'intensité de couleur. Ça peut être un niveau de gris ou un niveau d'intensité de couleur. Donc, on va avoir un niveau de gris ou de couleur, rouge, vert, bleu, et une intensité. Donc, c'est là-dessus qu'on va encoder l'information. En général, un pixel, c'est un petit carré qui a une taille qui est comprise entre 0,18 mm et 0,66 mm de côté. Taille standard, c'est du 0,68 mm, encore quelques années. Maintenant, ça arrive. Et donc, plus ils sont petits, plus vous aurez une image fine. Voilà, par exemple, ici, vous voyez euh, 4 types de pixels d'image numérique. Les télé classiques, ça c'est les vieux postes de télé, où on avait 3 pixels, un rouge, un vert et un bleu qui étaient les uns à côté des autres, et il y avait du noir. Après, il y avait les PC pour les ordinateurs, donc c'était plus des barrettes, mais des cercles. Et après les LCD, donc les liquides, c'était pareil que les anciens téléviseurs, mais vous voyez, c'était beaucoup plus rapproché. Donc ça permettait sur une même surface de mettre beaucoup plus de pixels, et donc d'avoir une meilleure résolution. Attends, je bouge mon micro, ça va mieux là? Vous m'entendez? 1, 2, 1, 2. Ok, alors attends, faut que je t'approche. Là, ça devrait être. Pas que je m'approche sur le bureau, sinon vous m'entendez plus. Donc vous avez entendu la différence, mais de loin un peu. Est-ce que je peux faire... Ah, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est mieux? Ah, voilà. Donc vous avez entendu la différence entre ce type de pixels, ici, les TVCRT et les LCD. Donc je le refais. En fait, vous voyez ici, les pixels du TVCRT, ils étaient très rapprochés, ils étaient pas très rapprochés justement, il y avait des espaces noirs entre les différents pixels colorisés. Alors que sur la LCD, on a pu faire des espaces beaucoup plus petits. Et donc, au final, on a une meilleure résolution d'image sur le LCD, puisqu'on peut pouvoir mettre beaucoup plus de pixels sur une même surface comparée à un TVCRT. Tout bêtement. D'où le fait que l'image sera moins pixelisée dans un LCD plutôt que les anciens téléviseurs. C'est bon? Alors ça peut être une question qu'on vous pose, si on vous la pose. On ne sait pas quelles sont les épreuves que vous avez passées dans le doute. Alors, mais en haut, j'ai pas le tableau. C'est-à-dire, le tableau gris. Quel tableau?
Oui, mais c'est pas grave, puisqu'on n'en a pas besoin pour le moment. Tout ce que tu dois avoir, c'est le PowerPoint qui apparaît. C'est ça le plus important. Alors, on va apprendre à faire un codage en niveau de grille. Donc, en fait, comment est-ce qu'on code le niveau de grille? Le gris, ça va être du noir atténué par du blanc. Donc, en fait, on peut faire, grâce à un ordinateur classique, on code le gris sous la forme d'un nombre entier qui est compris entre 0 et 255. Donc, en tout, il y a 256 couleurs, nuances de gris que l'on peut avoir. Pourquoi ce 256? Simplement qu'avec 8 chiffres binaires, on peut encoder 2 puissance 8 valeurs distinctes, donc 256. Ça, c'est quelque chose que vous devez connaître. Et pourquoi est-ce qu'on encode 256 valeurs de gris? Parce que on encode sur 8 chiffres binaires, c'est ce qu'on appelle un octet. Un octet. Chaque paramètre de l'octet, chaque bit de l'octet est représenté par deux valeurs, soit un 0, soit un 1. Donc vous avez 8 cases, et dans ces 8 cases, vous pouvez mettre soit un 0, soit un 1. Ça vous donne 256 valeurs différentes accessibles. Si tout est en 0, c'est un noir, et si c'est un 255, la couleur sera blanche. Alors, lorsqu'on règle les niveaux de gris, on joue donc sur le contraste entre le blanc et le noir. Par exemple, ça c'est Léna, la photographe Léna, où on a joué avec deux niveaux de gris différents. Là, qu'est-ce qui diffère de l'image A de l'image B? C'est le nombre d'encodages qu'on a fait. L'image A, elle a été encodée sur 256 niveaux de gris, alors que là, elle a été encodée simplement sur deux niveaux, blanc ou noir. Et donc au final, vous avez une image qui est beaucoup plus nette lorsque vous augmentez le nombre de valeurs d'encodage comparativement à une valeur simplement noire ou blanc. C'est clair pour le niveau de gris? Des questions? Alors, comment est-ce qu'on code maintenant la couleur? Donc le codage couleur, c'est ce qu'on appelle le codage RGB, pour rouge, vert, bleu. Je vous rappelle que le rouge, le vert et le bleu sont les couleurs primaires pour la physique. Et donc, en fait, en mélangeant le rouge, le vert et le bleu, on peut obtenir rouge plus vert, ça fait du jaune, vert plus bleu, ça fait du cyan, et bleu plus rouge, ça fait du magenta. Mais ensuite, si on fait varier l'intensité de chacune de ces couleurs primaires, et ben on va pouvoir afficher des milliers de couleurs différentes. Et comment on fait en fait? Chaque couleur, rouge, vert ou bleu, va être encodée également sur une bits. Donc, pour chaque couleur, le rouge, le vert et le bleu, on a 256 teintes qui sont accessibles. D'accord? 256 teintes de bleu, 256 teintes de rouge et 256 teintes de vert. Au final, ça va faire combien de couleurs? Chaque couleur, chaque teinte va apparaître 256 fois. Donc on a juste à faire 256 fois 256 fois 256 pour obtenir les 16 millions de couleurs. Alors je reviens juste avant. C'est donc par synthèse additive des couleurs que vous allez obtenir la couleur médiane. Donc le principe de la synthèse additive qu'on avait vu dans le chapitre précédent, vous le retrouvez dans la vie de tous les jours, sur votre écran de téléphone portable, c'est la synthèse additive qui rentre en jeu. Alors, chaque pixel est encodé, le rouge est encodé sur une bit, le vert sur les bits, le bleu sur une bit. Et donc au final, voilà comment ça fonctionne. Donc là sur l'ordinateur, avec Paint tout bêtement, vous pouvez encoder le rouge sur 255 et vert et bleu sur 0, vous aurez du vrai rouge. Si vous faites 0,255 de 0, vous aurez du vert, etc., etc. Et donc au final, vous pouvez avoir accès à 16 777 207 couleurs différentes. Parce que chaque pixel, chaque sous-pixel peut accéder à 256 valeurs différentes. Et comme vous avez 3 sous-pixels pour 1 pixel, c'est 256 fois 256 fois 256.
ou 256 puissance 3, comme vous voulez. Ok. Alors, ça, c'est ce qui tombe au bac. Autant les couleurs, l'encodage, ça peut tomber un petit peu, mais ce sera des questions très simples. Ce qui tombe, c'est plutôt la définition et la résolution d'une image numérique. Donc, la quantité de pixels qui compose un écran, ça détermine ce qu'on appelle la résolution. Il est exprimé en points par pouce. Sachant qu'un pouce, ça représente 2,54 cm. Donc, cette unité de mesure, elle est abrégée en PPP. Et en français, on le retrouve de temps en temps en DPI. Pardon, en PPP, point par pouce, c'est en français. Et DPI, c'est dot per inch, ça c'est en anglais. Alors, une résolution de 300 dpi, là, ça correspond à quoi? C'est un carré de 300 colonnes et de 300 lignes de pixels. Donc, en tout, 300 fois 300, ça vous fait 90 000 pixels sur un pouce carré de surface. Donc, vous mettez sur un pouce, vous avez 90 000 pixels. Voilà comment on calcule la définition, la résolution. Et parce que justement, la résolution, elle est souvent confondue avec la définition. Et ça, c'est une erreur qui arrive assez couramment au bac. La définition, ça correspond au nombre de points qui constituent une image. Elle indique la dimension de l'image. Donc, la résolution, c'est le nombre de pixels que vous pouvez avoir. L'unité la plus courante de la résolution, c'est le mégapixel par exemple, parce qu'on nous donne sur des appareils photo. 1000 par 1000 pixels. Alors que la définition, elle, c'est la taille de l'image que vous allez avoir. Est-ce que vous allez créer une image qui fait 640 pixels de haut et 480 de large, ou alors est-ce que vous allez faire une image d'une dimension inférieure? Et la taille de l'image et la résolution, toutes les deux par contre vont jouer sur la taille de votre fichier numérique que vous allez obtenir à la fin. Et en général, vous les artistes, qui travaillent sur les photos numériques, vos fichiers sont énormes, parce que vous essayez de travailler avec beaucoup de précision. Alors, il y a plusieurs standards d'affichage. Par exemple, le VGA, c'est une définition de 640 x 480 pixels. Le Super VGA, c'est une meilleure définition. Et on a le XGA, qui est la définition max. Et maintenant, il y a encore le VGA. Voilà, on peut passer à nos exercices. Voilà, on a fait toute la thématique que je voulais voir. Et donc, on va simplement là résoudre ces exercices. Donc, ce premier exercice était tiré du bac 2011 et ça expliquait comment l'évolution de l'appareil photo. On a commencé par ce qu'on appelle des chambres noires et on est arrivé à un appareil photo argentique et puis enfin l'appareil photo numérique. Donc, on vous décrit la chambre noire, qu'on appelle la caméra obscura. C'est une boîte dont l'intérieur est toute noire et mat pour éviter la réflexion des rayons lumineux. Une des faces de cette boîte, on la perce par un tout petit trou. D'accord? Et ce trou va justement laisser rentrer un tout petit filet de lumière. Et donc, on va obtenir une image qui va être inversée de l'objet sur le fond de la boîte. On va mettre une petite lentille devant. Et c'est Léonard de Vinci qui a décrit le principe de la caméra obscura. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi un sténopé. Et ça, vous pouvez en fabriquer chez vous. Alors, recopier celles qui décrivent le changement de l'image observée. Donc, vous augmentez l'ouverture du sténopé, c'est-à-dire le petit trou que vous rentrez dans votre boîte noire, le départ, qui fait rentrer la lumière, vous l'ouvrez un petit peu plus. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'image sera plus nette? Est-ce qu'elle sera moins lumineuse? Est-ce qu'elle sera moins nette? Ou est-ce qu'elle sera plus lumineuse? Donc, entre plus nette et moins nette, ça va être quoi? D'après vous? Moins nette, exactement. Et elle sera plus lumineuse. Mais justement, c'est parce qu'elle est plus lumineuse qu'elle est moins nette. C'est une aveuglante clarté. D'accord? Voilà pour cette première petite question. Donc facile. Mettons un 0,5 points. Monsieur, le réseau est dramatique.
Encore? Ouais, je vois ça. Pour toi, ça va pas. On va... Alors, en 1550, mathématicien, médecin et astrologue, Cardano Cardan, inventeur Cardan, remplace le sténopé par un disque de verre. Ce disque permet à la fois de concentrer des rayons lumineux et de donner une image plus précise et plus lumineuse. Comment désigne-t-on exactement le disque de verre placé devant l'ouverture de la chambre noire? En fait, qu'est-ce qu'on a mis? C'est quoi ce disque de verre? T'as l'idée? C'est complètement une lentille. En rajoutant une véritable lentille sur l'entrée du sténopé de la chambre noire, et bien vous obtenez, donc vous allez améliorer votre image. Alors, le document 1, qui est en annexe, c'est déjà complété. Il représente la schématisation d'une chambre noire où il y a le centre optique, l'objet et l'image à prime des primes. Et ce qu'on vous demandait, c'est de tracer les trois rayons. Donc en fait, la seule chose qui n'était pas tracée là-dessus, c'était les rayons bleu, rouge et vert. Et vous deviez les tracer. Donc comment on fait? Le rayon qui passe par le centre optique n'est pas visé, le rayon parallèle à l'axe optique ressort en F', le rayon qui passe par F ressort parallèle à l'axe. Vous vous souvenez de ça? Ronaldo? Elle est partie. Lou, t'es là? Emma, je suis sûr qu'elle est là. Ok. Donc, est-ce que vous vous souvenez de ces trois tracés de rayons? Ça, c'est le grand, voilà, facile. Franchement, et ça va vous faire apporter vachement de temps. L'image, après, caractériser l'image, elle est réelle, puisqu'elle est du côté de l'image, et elle est inversée. Et là, par contre, dans cette configuration, elle était de même taille. D'accord? Alors, le but, en fait, il n'y avait pas les points F et F' pour tracer ça. Donc, il faut imaginer qu'il n'y avait pas ce point F et ce point F'. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous tracez depuis B un rayon parallèle. Celui qui arrive là, vous faites relier à B'. Et donc, vous savez que l'intersection, c'était F'. Et pareil pour l'autre côté. Je vais mettre ma main devant, sinon vous entendrez rien. Alors, donner la signification de la distance OF' pour ce dispositif optique. Ça caractérise quoi, OF'? Parfait. Une distance focale de la lentille. Calculer cette distance OF' en centimètres dans le cas où l'objet AB se situe à une distance OA de 3 mètres et sachant que la longueur de la chambre OA' est 25 cm. Alors là, il y a quelque chose, il y a un gros piège. Vous voyez, il n'y a pas les barres là au-dessus. Pas les distances algébriques. Donc OA, il ne faudra pas oublier de le mettre à moins 3 mètres. Donc pour faire le calcul, là, il faut que je vous le détaille parce que c'est pas chez moi. Alors, je vous le détaille. Je vais juste faire mon tableau. Et on va faire le calcul. C'est toujours le même, hein. Après, il n'y a pas de grand piège. Donc, je note juste qu'il y a sur l'écran et après j'agrandis le tableau. Donc, on a OA est égal à moins 3 mètres. Et on avait OA' qui était égal à 0 à 25 cm. Et ce qu'on voulait calculer, c'était F' ou OF'. Je mets ma caméra, hop, je reviendrai là-dessus après. Donc voilà ce qu'on a. Donc le but c'est de calculer OF', c'est pareil que F'. D'accord?
Vous utilisez la formule de conjugaison. 1 sur y' moins 1 sur y est égal à 1 sur f'. Donc vous n'avez plus qu'à calculer. D'accord, tout bêtement. Alors le seul truc, c'est qu'il faut tout mettre dans la même unité. Et soit vous mettez tout en mètres, soit vous mettez tout en centimètres. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi. Les deux nous vont, donc. Centimètres. Ok. Donc, 3 mètres, ça fait 300 moins 300 centimètres. Donc là, on est bien. Alors, on va dire, et là, on remplace. On a 1 sur y' 25 moins 1 sur moins 300. Ça va vous donner 1 sur f'. Et on calcule. Donc, on tape à la calculette. 1 sur 25 moins 1 sur moins 300. Et on trouve 1 sur f' égale 0,0433. Comment on trouve f'? Alors, j'ai cette équation. Comment je trouve f'? Oui, si tu veux, mais... Et donc, ça te donnerait quoi le résultat? Le produit en croix, il donne quoi? C'est ça fois ça divisé par 100. Donc, ça nous fait 2. F', ce sera 1 divisé par 0,0433. Et on trouve 23 centimètres. D'accord? Je reviens juste, j'espère que ça n'a pas planté tout ce qu'on avait dit. Pour que vous puissiez noter le calcul. Voilà comment on trouvait la distance F'. Ça va ou pas cette question? C'était la plus dure, je pense, de l'université. Est-ce que c'est bon pour cette question? Je repasse au PowerPoint. Vous avez noté? Enfin, ceux qui notent. Non, je considère ça comme un oui. Ah, merci Emma. Alors, je reviens. Donc, voilà, c'est ce que je disais, 23 cm, c'est exactement ça. Alors, les conditions expérimentales de la question précédente sont conservées. Par contre, on remplace la lentille par une nouvelle lentille de vergence 5 dioptries. Justifier la réponse avec un calcul. Alors, là, c'est plus complexe. Donc, comme vous avez la vergence, vous pouvez obtenir la focale. La focale, elle sera égale à 1 sur 5, c'est l'inverse de la vergence. Donc, vous trouvez du 20 cm. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cette deuxième lentille, elle fait converger les rayons à 20 cm derrière elle. Alors que l'autre, elle faisait converger les rayons beaucoup plus loin. Donc, cette deuxième lentille, elle est plus convergente. Donc, si elle est plus convergente, ça veut simplement dire que l'image, elle va se former devant l'écran et non pas sur l'écran. Et si elle ne se forme pas sur l'écran, elle sera forcément floue. Donc, le seul calcul qu'il vous demande de faire, pardon. Ah, très utile. C'était le calcul de la vergence, de la focale en 1 sur C. Si vous faisiez f' égale 1 sur C, vous montriez qu'elle était plus convergente, et donc c'est pour ça qu'elle était floue. Ça va cette petite question aussi?
Oh, pardon. Tu verras. Je suis sûr que tu verras. Je vais faire des trucs super simples. Ouais. Je ne vais pas chercher. Donc, aucun stress, vraiment. Alors, je peux passer? En fait, je pense qu'il n'y a que toi et Lou qui suivez. Ah! D'accord. Ah bah là, par contre, ma frère est oui, Emma, il va y avoir un énorme contrôle à rentrer, un truc catastrophique. Ta place, je serais très confiné. Mais non, il n'y a pas de contrôle à rentrer, il faut arrêter. Par contre, je vais peut-être vous faire un quiz. C'est une appli que vous téléchargez sur, même pas, vous n'avez même pas besoin de la télécharger sur le tel, puis vous cochez les bonnes réponses. Et moi, ça me renvoie la note. C'est top. Non, je suis trop méchant avec toi, Emma. Allez, on avance. Alors, les chambres noires portatives, composées de deux pièces, s'emboîtant l'une dans l'autre de manière à régler efficacement la mise au point, ont fait leur apparition au XVIIe siècle. Ces chambres ressemblent beaucoup aux premiers appareils photographiques, le Leica, et le premier appareil photo argentique utilisant un film de largeur 35 mm. Aujourd'hui, ces films sont toujours utilisés avec des clichés de 24 par. Alors, donner la signification de l'expression photo argentique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce qui nous intéresse ici, c'est le terme surtout argentique. Celui-là. Qui a une idée? Argent. Oui. Quand est-ce qu'on, justement, dans le cours précédent, on avait parlé d'argent et de ce qui se passait. C'était pourquoi l'argent avait de l'importance dans la photo argentique, justement. Par rapport à la pellicule. Exactement. Donc, ce que l'on dit, la pellicule est composée d'halogène d'argent, d'où le nom d'argentique. D'accord. L'image s'imprime dial dessus. Si tu veux, non, ça me va. D'accord. Donc voilà, l'expression photo argentique, ça vient du fait que la pellicule contient des atomes d'argent, si vous voulez aussi. Le nom d'argentique. Que signifie l'expression 24x36? Alors, ça, je pense que vous devez connaître. Exactement. La taille, la dimension de l'image. C'est le format de la pellicule. C'est 24 mm de haut et 37 mm de large. Voilà, ça marche. Alors, après, ça c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Sur le document 2, il vous a laissé 4 photos. C'est à vous de donner une légende aux figures 3 et 4. Donc, la figure 1, c'est l'aspect d'un film photographique vierge avant l'exposition. La figure 2, l'exposition à la lumière avec la formation de l'image latente. Qu'est-ce qui se passe dans la figure 3 et de la figure 4? Alors, pour la figure 3, ce sont les 4 étapes du développement photo qu'on a vu la semaine dernière. Ah oui. Mais ce qu'on me demande, c'est le processus. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous constatez
entre la figure 2 et la figure 3, c'est quoi la grosse différence en fait? Qu'est-ce que vous observez? Oui, je suis d'accord, il y a plus de contraste pour la figure 3 par rapport à la figure 2. Pourquoi il n'y a plus de contraste? Qu'est-ce qui s'est passé? La lumière, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par la lumière? La dernière image, ça. En fait, c'est à partir de l'image latente. La lumière, elle a déjà exposition à la lumière, c'est la figure 2. Non, pas d'accord. On reste toujours justement sur notre pellicule. Pour le moment, on va obtenir le négatif. Déjà, il a voulu. Non. Alors, là, on a juste fait une révélation. Alors, on aurait pu l'appeler autrement. C'est l'agrandissement. Vous vous en souvenez ou pas du terme agrandir? Non pas agrandir, mais agrandir. Développer les grains de l'image latente. D'accord? Donc, vous avez fait, vous avez reçu l'exposition, la lumière arrive, hop, il y a une formation d'image latente. Cette image latente, il faut la révéler. D'accord? Et ensuite, agrandissement, pour être, je suis d'accord. Agrandissement. Et donc, la dernière étape. Après la révélation, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle se fixe. Non, alors, pas qu'elle se fixe. Il faut qu'on la fixe. Donc, c'est le film après fixation. D'accord? Soyez précis en termes. Ok? Donc, exposition, formation d'image latente, révélation ou agrandissement et fixation. Tu vois, alors, Lou, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas choisi le terme agrandissement, ils ont préféré révélation. C'est bon? Je peux avancer? Allez. Il faudrait qu'on finisse cet exercice. Quel est. Ah, il y a tout qui a apparu. Tant pis. Quel est le rôle des ions bromures dans la formation d'images latentes? Ben, les ions bromures ils sont oxydés et vont libérer un électron. Et l'électron il va être capté par l'ion argent. Ça, c'était le schéma que je vous avais montré la semaine dernière. Ensuite, associer l'équation chimique ci-dessus à une des étapes de traitement. Donc, c'est de la révélation. Pourquoi? Parce qu'on a des ions argent qui, eux, ne se voient pas, qu'on transforme en argent. Donc, c'est la réduction des ions argent par le révélateur, c'est donc l'étape de révélation. Et donc, la nature de la transformation des ions argent, vous avez des ions Ag+, qui se transforment en métal argent, c'est donc une réduction des ions argent. Toujours la même chose au final. Encore de réduction, et peut-être qu'il pourrait vous demander d'écrire la demi-équation de réduction. Donc Ag+, plus moins égale Ag. Alors, en mode manuel, l'opérateur doit effectuer des réglages avant une prise de vue. Il trouve un réglage à effectuer sur un appareil, je vous en ai une 4, la mise au point, le choix du nombre d'ouvertures, le temps de pause et le choix de la profondeur du champ. Voilà, ces 4 cas, ça vous permet de faire. Vous en citez 3, vous avez fait. Alors, je vais voir ce que j'ai mis après. Ah oui, donc tout ça, profondeur du champ. On est presque au bout. C'est bon ou pas pour ces questions? Ces questions étaient sûrement les plus difficiles de l'énoncer. La question associée l'équation chimique à l'étape de traitement. Donc de trouver la révélation.
Enfin, question 3. Donc, profondeur de champ. Ici, on vous représente trois situations de variation de profondeur de champ. L'appareil photo, il se trouve toujours ici, en 0. Soit dans le cas 1, il est ici. Alors, attendez, je peux montrer l'appareil photo. Ensuite, il est ici. Une autre fois, le cas, il est là. Ensuite, il est ici. Une autre fois, le cas, il est là. La partie assurée, ça va représenter la profondeur de champ. N, le nombre d'ouvertures. Donc, vous avez pour différents nombres d'ouvertures des profondeurs de champ qui sont assurées ici et pour différentes focales et de diamètre d'ouverture. Pardon, ça c'est la distance du sujet à l'objectif. Donc, là on fait varier le nombre d'ouvertures. Donc, plus le nombre d'ouvertures est grand, plus le diaphragme est petit. On fait varier la distance du sujet à l'objectif. Et on fait varier la focale de votre objectif. Et donc, quels sont les trois paramètres qui influencent la profondeur du champ? On voit bien en fait que le nombre d'ouvertures, la position de l'objet et la focale vont influencer cette profondeur. Donc, vous avez N, D et F. Rien de compliqué, hein. Ce sujet était vraiment simple. Oh. Alors, pour finir, c'est bon, c'est noté cette phrase. Ouverture, N, distance focale et distance de mise au point. En fait, les réponses étaient là. N, D, F. Alors, pour finir, pour une mise au point, faite à 4,5 cm, choisir le type d'objectif qui autorise la plus grande profondeur de champ. Est-ce que c'est un téléobjectif, un objectif standard ou un objectif grand angle? Donc la plus grande profondeur de champ, vous êtes à une mise au point à 4,5 cm. Et il faut un téléobjectif, donc c'est un objectif très proche, hein, du coup. Un grand angle ou un objectif standard. Téléobjectif, ça va pas. C'est pour aller sur de très grandes profondeurs de champ, justement. Alors que l'objectif grand angle, la profondeur de champ, elle augmente si la focale diminue. Donc un grand angle, on a une petite focale. Et l'objectif, c'est pour aller très loin. Et là, tu peux simplement faire une mise au point sur un objectif tout proche. Un grand angle. Alors, en photographie au téléviseur, peut-on prévoir que ça photographie la netteté du personnage, puis celle d'un élément situé. Donc, là, vous regardez le document 3, c'est-à-dire celui-là, et vous regardez les distances, vous lisez, vous vous trouvez dans la bonne zone. Donc, on vous dit, peut-on prévoir que le photographe, la mise au point est faite à 4,5 mètres, d'accord? Peut-on prévoir sur la photographie la netteté du personnage, puis celle d'un élément du paysage situé à 4 mètres en arrière de ce personnage? À 4,5 mètres, si vous regardez dans le document 3, le personnage sera net sur la photo, mais la profondeur de champ est toute petite, et donc le paysage sera forcément flou. Si vous dépassez le 0,5 mètres, vous allez à 5 mètres au lieu de 4,5. Et voilà. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Comme ça, je vais commencer l'autre cours. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, donc pour vendredi, on se retrouve à 9h. C'est cet exercice juste l'exercice de faire ce que vous avez. Et là, je coupe.